Bienvenue cette semaine dans les actualités animées. Nous sommes la semaine du 27 novembre 2023. Cette semaine, on va parler beaucoup de chiffres de l'animation, mais aussi de quelques sorties, et notamment de cinéma LGBT, car il y a eu un gros festival de cinéma LGBT à Paris récemment. En tout cas, accrochez bien vos ceintures, car ça va être un épisode un peu migraine, mais on va s'accrocher ensemble et apprendre des trucs. La première nouvelle orientée série, c'est Crunchyroll, la grande plateforme de diffusion de l'animation japonaise à l'international. C'est une plateforme américaine, mais qui s'était beaucoup spécialisée ces 10 dernières années dans la distribution de l'animation japonaise de séries dans l'ensemble du monde, qui a pris une grande place en France, qui a récemment fusionné avec Wakanim, et moi je voulais me centrer sur quelques-unes de ces sorties importantes, qui sont des sorties d'adaptation de webtoons coréens. Depuis quelques années, le webtoon coréen, ça a eu des grands succès en Corée, mais en France aussi, avec l'implémentation de la plateforme Webtoon dans les habitudes françaises. Et depuis quelques années, Crunchyroll s'est aussi positionné non pas seulement comme distributeur, mais aussi comme producteur de séries d'animation, et a été annoncé récemment la production et distribution de 3 séries adaptées de Webtoon à grand succès. La saison 2 de Tower of God, que Crunchyroll avait déjà produit il y a quelques années de cela, qui est une aventure de fantasy dans une espèce de tour de Babel, où il y a des combats et des énigmes qui doivent être faits, très orientés action, mais aussi une série plus orientée romance et comédie, le webtoon True Beauty, avec une fille qui vient d'une double vie, star du lycée le jour, et une meuf discrète qui vit en survêt la nuit. C'est un espèce de Switch Girl moderne réadapté avec les codes de la comédie actuelle. Et la grosse sortie prévue pour 2024, c'est Solo Leveling. Solo Leveling, c'est un des grands succès du webtoon des dernières années. Ça a été édité en France, et donc voilà, ça va être une des grosses sorties de Crunchyroll qui se positionne sur le marché de l'adaptation de webtoon pour les années à venir. Mais restons sur des grosses sorties séries, et ça c'est pas une sortie des moindres pour l'animation française, c'est la sortie de Toby Lolness sur ce mois de décembre 2024. Toby Lolness, c'est avant tout 2 livres jeunesse par Timothée de Fontbelle qui racontent l'histoire de Toby, un jeune garçon qui vit dans un arbre géant, car lui est minuscule, il fait à peine 1 mm. C'est en projet en animation depuis longtemps chez Tant Mieux Prod, et moi ce qui m'avait attiré sur le projet c'était la direction artistique qui était faite par le duo d'illustratrices Carrascoët, avec leur travail de l'aquarelle qui est vraiment merveilleux. Et Toby Lolness, c'est une série qui est aussi particulièrement ambitieuse par son format, c'est 13 x 52 minutes, des très gros épisodes très longs qui se justifient parce que dans la série, la temporalité a une grande importance avec les saisons qui passent dans l'arbre. Toby Lolness, ça raconte l'histoire de ce jeune enfant qui va rentrer en conflit avec les entreprises qui gèrent l'arbre, car l'arbre est la source de vie de ce monde entier, mais des entreprises veulent cultiver sa sève pour en faire des machines et pour créer du profit. Donc voilà, on est dans le cadre d'une fable écologique assez classique orientée à la jeunesse, et du coup moi j'ai très envie de voir si le pari de cette production a été rempli, mais je pense qu'on a des très belles choses à voir. On va quitter les sorties pour parler de plus d'opportunités professionnelles dans l'animation. Vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur, de donner des résidences et des bourses pour que les jeunes artistes puissent porter leurs films et leurs projets jusqu'au bout. Cette semaine de résidence dont je voulais parler, très orientée art contemporain, installation et des formes d'art expérimental qu'on voit un peu dans l'animation française, c'est la résidence Médicis, la résidence courte, car la résidence Médicis c'est une résidence légendaire du milieu de l'art contemporain qui se passe en Italie, mais là c'est une résidence courte qui dure que quelques mois et dont les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 janvier prochain. Ponctuellement, on a du cinéma et de l'animation qui sont représentés là-bas. Nous avons Chiara Malta, qui est co-réalisatrice de Linda Vœux du Poulet, Crystal Citané, qui avait travaillé il y a quelques années pour des films documentaires. Et l'autre résidence qui nous intéresse, qui elle se finit dans quelques jours, c'est la résidence Casa de Velázquez, qui se passe en Espagne, qui, même chose, très orientée art contemporain, mais parfois du cinéma expérimental et de l'animation. Moi je la connais parce que c'est notamment là où Boris Labbé a commencé la conception de son film La Chute, un film expérimental vraiment très impressionnant, et qui en plus inspirait beaucoup des peintures de Jérôme Bosch qu'on pouvait voir au Prado à Madrid justement. Casa de Velázquez, c'est une résidence qui est très longue, qui dure 11 mois et qui prend que quelques personnes. Je voulais aussi parler de ces résidences plus orientées art contemporain, dont on parle peu en animation, mais qui finalement encouragent aussi des projets. Et ensuite, la troisième aide dont je voulais vous parler, c'était l'aide au premier film, GREC. Le GREC, c'est un groupe qui encourage beaucoup l'aide à la création des premiers films, que ce soit de la prise de vue réelle, du documentaire ou de l'animation. C'est un ensemble d'aides, de bourses et de retours sur le scénario avec d'autres professionnels. Ça soutient notamment beaucoup de cinéma social assez politique et sur des thèmes d'actualité et des sujets importants dans la société française actuellement. Donc on y voit peu de projets d'animation, mais il y en a cependant qui sont soutenus dans cet endroit. Donc je vous laisse lire vous-même l'émission du GREC, et si vous voulez y postuler, ça se fera du 4 au 10 décembre,
Et ce sera tout pour les aides à la création. Pour l'événementiel de cette semaine, nous avons 2 événements intéressants. L'Hivernal Festival à Annecy qui commence le 30 novembre prochain et qui durera tout le week-end. C'est le parent hivernal de le Festival d'Annecy. Des rendez-vous pour les professionnels d'animation avec des présentations de l'offre de formation continue, le financement des longs métrages et des rencontres autour des intelligences artificielles et le fonctionnement des fonds d'aide en région. Mais également, et je le note puisque c'est une initiative qui me plaît beaucoup, une projection autour des troubles du neurodéveloppement. C'est quelque chose qui avait été déjà poussé cet été pendant le festival d'Annecy et qui va être refait cet hiver avec une projection de film sur le sujet, suivi d'un échange avec un médecin professionnel de ces questions en fin de séance pour parler et faire de la sensibilisation auprès des enfants. Et l'autre événement plus court celui-ci, qui se passe à Marseille, c'est la Nuit de l'animation, dont c'est la 2e édition. Au programme, une projection de Mars Express et de Blue Giant en avant-première, ainsi qu'une carte blanche donnée à Sudanime, un groupe interprofessionnel de la région sud. C'est un événement surtout centré sur les projections et la découverte, et qui se lance, mais n'hésitez pas à y assister vous-même. Ensuite, on va rentrer dans un grand tunnel de chiffres sur l'animation, car il y a eu 2 grosses études par 2 groupes très importants à l'animation, le CNC qui soutient le cinéma sous toutes ses formes, dont l'animation, et Audience qui est la sécurité sociale des intermittents du spectacle. Commençons tout de suite par les tendances du marché de l'animation. L'étude du CNC, elle revient préciser toutes les tendances du marché, notamment que l'animation s'est beaucoup développée ces dernières années, spécialement depuis 2016, et atteint en ce moment une forme de plateau et une transformation des pratiques, notamment du passage de la télé vers les plateformes de SVOD. On y trouve beaucoup d'informations, comme le fait que la France reste le 3e plus gros producteur d'animation au monde, suivi de près par le Royaume-Uni et le Canada. Le CNC souligne aussi spécifiquement que l'animation a un modèle de financement assez différent du cinéma documentaire ou du cinéma de fiction, et les coproductions internationales sont vraiment très privilégiées pour trouver de fonds, car effectivement l'animation reste le format de vidéo le plus coûteux à la minute. Le coût horaire donné est de 824 000 € à l'heure, soit environ 13 000 € la minute en animation, justifiant des montages financiers assez particuliers pour soutenir la création d'animation. Les autres points que soulève l'étude, c'est que la production, notamment cinématographique d'animation, est assez diversifiée, avec des films qui atteignent plusieurs publics, sont directement cités dans l'étude, des films aussi divers que Miraculous, un méga blockbuster 3D français à 60 millions, des films très autoristes comme Linda veut du poulet qui a coûté 2 millions mais qui a eu le Crystal Annecy et qui par son approche plus documentaire ont beaucoup marqué les esprits, mais aussi des initiatives aussi des approches scénaristiques et graphiques très originales comme Sirocco et sa patte très marquée, le film Planète de Momoko Seto qui mélange du timelapse et de la prise de vue réelle, ou encore À la n'est pas obligé, un film adulte documentaire prévu pour les années à venir. Dans les succès cinématographiques, on reste sur des acquis, les productions américaines très grand budget restent extrêmement... L'animation française réussit à garder une place dans le palmarès de cette année, notamment des productions 3D dont le public est très familier grâce à des séries les précédents. Du côté de la production de séries, on va rester sur quelque chose de plus traditionnel. L'animation jeunesse est extrêmement populaire, avec des sagas françaises comme les Sisters ou Miraculous Ladybug qui restent assez importantes, mais suivies de près par des séries américaines très populaires. Et quand on quitte ce public d'il y a plus de 10 ans, il y a une espèce de translation du public vers d'autres formes, notamment vers l'animation japonaise et l'animation sur le web. Les pré-ados et les ados ayant des attentes nettement différentes qui actuellement ne sont pas remplies par l'animation française, et donc on va se tourner vers plus des comédies américaines ou des séries d'action et d'aventure japonaises. Et accompagne cette observation de statistiques hyper intéressantes sur la répartition des genres dans les différentes productions d'animation. Vous le voyez ici, le Japon a une production très différente de la France, s'orientant beaucoup plus vers la fantasy, la science-fiction ou des récits sociaux, très contrastés de la France et du reste de l'Europe qui sont très centrés vers des productions familiales et jeunesse, et au milieu on retrouve l'animation américaine qui a réussi à mélanger dans ses productions à la fois de l'adulte avec des comédies adultes comme Les Simpsons, Family Guy, Futurama, et des productions enfance très grand public, comme celles produites par Disney et Pixar. Sur les succès des films, l'étude souligne aussi quelque chose d'important, une arrivée à une sorte de plateau actuellement sur la production et les financements qui, s'ils ont longtemps été très positifs grâce à des ventes internationales, ont tendance à se stabiliser actuellement. Enfin, si cette étude s'intéresse surtout des chiffres de 2022, elle note très clairement que dans le premier quart de l'année 2023, les commandes d'animation ont beaucoup baissé et que cela devrait avoir un impact assez important sur l'emploi et l'industrie dans les années à venir. Cela va conclure mon résumé de cette étude du CNC, mais sachez que les chiffres sont disponibles et très complets sur le site du CNC, je vous encourage à aller les voir. La seconde étude, c'est celle de Audience et de France Anime, deux groupes qui s'occupent beaucoup de l'emploi en animation. L'étude est extrêmement riche en chiffres, et je vais revenir moi sur quelques points particuliers qui m'ont intéressé. Le premier point positif, c'est que la féminisation du métier continue à augmenter. La parité homme-femme, c'est un grand débat dans l'animation, car effectivement le milieu était très masculin jusqu'à la mise en place d'observatoires et d'actions qui ont encouragé à la fois les professionnels dans les études, mais aussi dans la pratique du travail. Actuellement, on compte 43% de femmes dans l'industrie et 49% parmi les primo-entrantes. Si on a donc atteint une certaine parité au niveau des personnes qui rentrent dans l'industrie, l'étude montre cependant que les chiffres sont très différents selon les postes auxquels on s'intéresse,
Effectivement, ce sont les postes à plus basse responsabilité et souvent aux salaires les moins élevés qui sont occupés majoritairement par des femmes, laissant des postes à haute responsabilité, mieux payés et décisionnaires, principalement remplis par des hommes. Voilà, l'industrie est en progrès, mais c'est encore en cours. Pour rester sur le nombre de salariés dans le secteur, on peut se féliciter car, pour la première fois, le secteur de l'animation vient de dépasser les 10 000 salariés. Le nombre de salariés était en progression stable depuis de nombreuses années, et cette année, une élévation de 9% a permis d'atteindre ce chiffre symbolique. Même si c'est un chiffre important, il faut le relativiser en sachant que l'ensemble du secteur des intermittents du spectacle représente environ 300 000 personnes. Ces 10 000 emplois, ils sont répartis de manière assez prononcée dans des postes clés, notamment l'animation, le layout, la gestion de production et les VFX qui rassemblent une grande majorité des emplois proposés, puis vont venir des postes de plus en plus spécialisés vers la technique ou les postes décisionnaires. Il est aussi bon de noter qu'il y a actuellement dans le nombre de salariés 18% de personnes qui travaillent pour la première fois en animation en 2022. Il faut aussi savoir que dans l'industrie, la norme est de signer des contrats qui sont des CDDU, à différencier des CDD et des CDI. Les CDDU, contrats à durée déterminée d'usage, sont les contrats les plus utilisés et très compatibles avec la pratique de l'intermittence, car ce sont des contrats facilement renouvelables pour des périodes courtes. Plus de 8500 personnes sur les 10 000 sont actuellement en CDDU. Si ces contrats sont pratiques pour la gestion des coûts de production, ils sont aussi symboles de la précarité du milieu, car une entreprise peut choisir de signer des contrats à durée déterminée et les renouveler de nombreuses fois, plutôt que de signer un contrat long et plus stable pour la personne employée. Aussi à noter sur ces contrats à durée déterminée d'usage, c'est que le nombre d'heures travaillées a tendance à beaucoup varier. Effectivement, en intermittence du spectacle, on a besoin de faire 507 heures par an pour bénéficier de l'assurance chômage, et selon cette étude de audience, il y a effectivement chaque année environ 2000 personnes qui n'arrivent pas à atteindre ces 507 heures. Autre statistique intéressante, les personnes en CDDU sont très majoritairement des personnes jeunes, en dessous de 40 ans, alors que les personnes en CDI ont tendance à être plus âgées. L'industrie a énormément augmenté ces dernières années, donc l'industrie a formé de plus en plus de personnes expliquant leur jeune âge. Autre statistique intéressante, c'est la répartition spatiale des pôles de l'animation en France. L'animation, elle est très centrée sur certaines régions et sur certaines villes. Les villes généralement concentrent des studios et des écoles qui forment les personnes travaillant dans les studios, et les régions sont privilégiées généralement car elles donnent des fonds pour la création. Ainsi, les entreprises vont se concentrer dans des pôles très précis, notamment en Île-de-France, avec Paris qui réunit plus des 2 tiers de la profession, et 2 grands pôles, un en Charente à Angoulême, où 1400 personnes travaillent, et un autre dans la Drôme, à Valence, où environ 700 personnes travaillent. Le reste de l'industrie se répartit dans de nombreuses autres villes en France, Montpellier, Marseille, Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse. Pour finir cette étude, impossible de ne pas parler de la question des salaires. L'étude fait des statistiques de moyenne sur les âges et sur les positions cadres et non cadres. Elle note une augmentation régulière de ces salaires, dont une augmentation assez large en 2022 pour les positions de cadre. Au fur et à mesure de leur carrière, les professionnels d'animation vont globalement voir leurs revenus augmenter. Cela va être tout pour les chiffres de cette semaine. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo pour accéder à ces 2 études vous-même. Ensuite, dans la section des belles images de cette semaine, nous allons parler d'une sélection de films LGBTQ+. Et ce ne sera pas les miens, ce sera la sélection du festival Chéri Chéri, un festival parisien qui a 29 ans et qui chaque année propose une sélection de films longs et courts sur les thèmes des vécus des personnes LGBTQ+. Et cette année, nous avons eu 6 films d'animation qui sont projetés dans son cadre. Ces 6 films, ils abordent la question des vécus LGBT de manière très différente. Le tout premier, c'est 27 de Flora Namuda, un film qui a eu beaucoup de succès ces derniers mois dans le paysage de l'animation et qui parle d'une femme autour de ses 27 ans, qui réalise qu'elle subit de la part de la société, de sa famille et de ses amis beaucoup de jugements sur la manière dont elle vit sa vie. Le film explore cette quête personnelle à la fois dans ses rapports sociaux très réalistes et des scènes beaucoup plus oniriques, notamment sur des questions d'intimité et de sa sexualité. Le film suivant, c'est Maurice is Bar, un film franco-israélien qui revient sur le 2e bar gay de Paris, qui existait dans les années 20 et qui était dirigé par le grand, fabuleux et mystérieux Maurice. C'est un film à la très belle couleur qui explore à la fois le milieu du burlesque parisien de ces années-là, mais aussi le danger des vécus des personnes gays et des communautés LGBT de cette époque, avec à la fois un désir de se montrer et de transgresser, mais aussi un jeu avec le danger simulé dans les spectacles, mais aussi vécu par le harcèlement de la police. Le film suivant, qui va nous parler aussi de relations gays, c'est Christopher at Sea. C'est un film qui mélange des très beaux décors marins et de l'animation 2D assez lâchée, et qui nous fait suivre le personnage de Christopher qui s'embarque dans une croisière dans un porte-container, et qui au fur et à mesure de son voyage va commencer à avoir des rêves et des fantasmes sur un des marins qu'il rencontre. La figure du marin, elle revient beaucoup dans les récits érotiques gays, et c'est intéressant de l'avoir interprété de manière moderne ici. Et ensuite, nous allons partir du côté de la stop motion avec le film Falling for Greta, un film sur la découverte de l'amour lesbien, dans une belle stop motion tout en laine cardée, très délicat. La découverte du désir, cela mélange à la fois cette rencontre amoureuse faite tout en laine, mais aussi un monde, lui, en prise de vue réelle, assez différent. Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir le film, mais il est en train de vivre sa vie en festival actuellement.
Ensuite, un projet que je connais mieux, c'est le projet Pour Exister de Kelsey Fung et Fabien Cor. Pour Exister, c'est un très beau projet de série 2D qui revient sur les luttes militantes des personnes LGBT, notamment des personnes trans, avec ce graphisme très coloré et très marqué visuellement. Cette série, elle veut parler de la lutte politique pour exister dans le monde quand on est une personne LGBT, le besoin de se réunir, le besoin de se comprendre, le besoin d'exister et d'apparaître aux yeux du monde et de ne pas être invisibilisé. C'est une série qui avait été proposée au Cartoon Forum en 2021 et qui est actuellement en cours de développement chez les astronautes, et vraiment les images et la démarche donnent envie d'en voir beaucoup plus. Et le tout dernier film de cette sélection, c'est L'esquisse de Thomas Cali. C'est un film qui mélange de la prise de vue réelle et de l'animation, car cela nous parle de l'histoire d'un personnage trans qui est modèle de nu dans des écoles artistiques parisiennes. Et donc à travers cette expérience, on va pouvoir découvrir comment cette personne se sent elle-même par rapport à son corps, par rapport au regard des autres, et comment le dessin et le regard des autres peut être utilisé pour refaçonner son identité. C'est particulièrement intéressant, car pour avoir moi-même pratiqué le nu de nombreuses années dans les écoles, et ça me paraît très important de pouvoir montrer la liberté des corps, et ce film a l'air d'explorer ces questions-là de manière intéressante. Et cela va conclure cette section des belles images. Ces films, ils sont pour la majorité indisponibles pour le moment car ils sont en train de vivre leur vie en festival, mais vous pourrez probablement les retrouver sur internet dans les années à venir. Pour finir l'émission, les deux sorties de cette semaine. La saga Peppa Pig, normalement en animation, vous connaissez ceux de l'animation très jeunesse, très initiation et didactique, qui suit une famille de petits cochons. Cette fois-ci, c'est 5 épisodes de la série dédiés spécialement à l'hiver et à Noël qui sont recompactés en une séance de cinéma jeunesse. Voilà, du classique absolu. Et la très grosse sortie de la semaine, c'est le film Disney Wish, Achat et la bonne étoile. Wish, c'est le gros film de Disney pour son centenaire, ça revient aux bases de Disney, les princesses, la magie, l'aventure, l'émancipation. C'est un peu un film présenté comme le film bilan pour Disney qui revient à ses sources et qui se projette dans l'avenir pour ses 100 ans. Ça va nous raconter l'histoire de Asha, une jeune femme qui vit dans un monde où les souhaits peuvent devenir réalité, mais apparemment le maître de la région ne l'entend pas de cette oreille et veut voler les souhaits des gens pour son bien personnel. Et c'est dans une technique résolument 3D comme l'a fait Disney depuis de nombreuses années, mais aussi une petite intention de revenir vers des médias traditionnels, vous le voyez dans la texture des décors et sur le traitement de l'image. C'est la grosse sortie de Noël, c'est peut-être intéressant de voir un Disney de temps en temps pour se rappeler ce que c'est que la grosse production américaine, mais moi je ne vous encourage pas particulièrement à aller voir ça. Cela va être tout pour cette émission de cette semaine. J'espère que ces chiffres ont été intéressants pour vous. J'espère que les courts-métrages et séries dont je vous ai parlé, quelques-uns vous ont piqué l'intérêt. Et comme d'habitude, je vous souhaite de voir de belles choses, parler de belles choses et de créer surtout de très très belles choses. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!